à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne forme. Aujourd'hui, une nouvelle séquence d'Open Up avec un merveilleux invité, Patrick Claudès. Merci d'avoir accepté cette deuxième invitation, d'être présent avec nous sur Open Up with Steve. J'espère que tout se passe bien pour toi et que septembre reprend, Inch'Allah, de plus belle. Avec grand plaisir et tout va bien pour moi. Super, très bien. Alors, on va continuer sur notre sujet, le leadership. On y a consacré une première séquence dans laquelle on a déployé un peu ou développé autour de la notion de leadership. Qu'est-ce que c'est? Et puis en même temps, on a développé autour de la première qualité qui est associée, et la qualité de vision stratégique. Aujourd'hui, avant d'entamer encore cette deuxième séquence, j'aimerais que tu nous fasses un petit rappel de ce que c'est que le leadership pour un peu rafraîchir la mémoire de nos spectateurs. Alors, effectivement, hein, on avait pris le temps la dernière fois de définir ce qu'est le leadership, ce qu'est un leader. Et je crois qu'une des choses importantes d'un leader, eh bien, c'est quelqu'un qui est porteur de sens, qui est porteur d'une vision, qui est porteur d'une ambition, et une ambition qui nous donne envie d'y participer, de nous y engager, d'y contribuer. Je crois que j'avais cité l'exemple d'un directeur qui était avec un leadership extrêmement fort, et du coup, eh bien, ses collaborateurs étaient vraiment engagés dans le projet, et ils étaient tellement engagés qu'ils allaient jusqu'à venir le dimanche pour repeindre les murs de l'entreprise parce que pour eux, ça avait beaucoup de sens. Donc ça, c'est une première facette, si l'on veut, du leadership. Et puis une deuxième facette qui me semble également importante, c'est que c'est des gens qui explosent les plafonds de verre, qui repoussent les limites. C'est-à-dire que ce sont des gens qui nous donnent confiance dans la possibilité d'atteindre un résultat qui est pourtant éloigné. Je donne un exemple. En ce moment, je suis en train d'accompagner une direction d'une centaine de personnes avec une directrice à sa tête. Eh bien, c'est une personne qui croit vraiment en la possibilité de mettre en place un management fondé sur l'engagement, la créativité, l'intelligence collective. Et alors même qu'au début, il y avait beaucoup de scepticisme, hein, comme à beaucoup d'endroits, on se demande si vraiment c'est pas utopique, si c'est vraiment quelque chose qui est possible, mais elle en est absolument convaincue, et du coup, eh bien voilà, elle repousse les frontières de ce qui est possible, et elle a réussi à embarquer toute son équipe, et pour moi, c'est une grande fierté de les accompagner, d'autant plus que là, on est en finale du prix d'innovation du management, qui est décerné par la Maison du Management. Eh bien, je crois que son leadership y est pour beaucoup parce qu'elle contribue encore une fois à repousser les limites. Donc, je crois que c'est cela fondamentalement un leader à mes yeux. Donc, je retiens qu'un leader, c'est celui qui va inspirer l'engagement chez les autres et repousser les limites. Exactement. Très bien, très bien. Y a-t-il une deuxième compétence que tu souhaites développer aujourd'hui? Alors, en termes de compétences, on pourrait dire qu'il y a une espèce de triangle d'or des compétences d'un leader. Donc, une première compétence, et c'est celle qu'on a développée le plus la fois dernière, c'est la capacité à avoir une vision, c'est-à-dire de vraiment être animé par quelque chose de fort, un projet, une ambition, qui ne soit pas uniquement personnel, même s'il peut y avoir une dimension personnelle, mais qui est plus quelque chose qui est tourné vers le service, qui est tourné vers les autres, qui est tourné vers le bien commun d'une certaine façon. Et on a tous des exemples de leaders qui nous viennent en tête, hein, que ce soit Gandhi, que ce soit Nelson Mandela, que ce soit Martin Luther King. Donc ça, c'est une première compétence. Une deuxième compétence, c'est l'humilité par rapport à lui-même. Donc ça, c'est vraiment une compétence importante. Et je crois que la troisième compétence majeure qui constitue ce triangle d'or des compétences d'un leader, eh bien, c'est son optimisme. Alors, autant l'humilité, ça peut sembler facile à développer, quoique c'est quand même assez, ça demande énormément de travail. Mais j'aimerais focaliser notre attention sur, et celle des spectateurs, sur la notion d'optimisme. Y a-t-il une recette miracle ou des facteurs qui vont développer mon optimisme à moi et celui des spectateurs? Alors, sans avoir la posologie hein, pour développer son optimisme,
je crois qu'on sent tous qu'il y a des gens qui sont mieux armés naturellement, j'ai envie de dire, en matière d'optimisme. On sent tous qu'il y a des gens qui, du fait de leur enfance, de leurs parents, des enseignants qu'ils ont rencontrés, de leur parcours aussi, eh bien, peuvent avoir un niveau d'optimisme qui est assez fort et d'autres, à l'inverse, qui ne l'ont pas. Mais j'aime bien parler d'une citation de Alain, le philosophe, qui dit une chose très simple, qui dit que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. Et en fait, ce qu'il veut dire avec cette citation, c'est que une fois qu'on a pris conscience de notre niveau d'optimisme, eh bien, il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que si vraiment on a envie de développer notre optimisme, c'est quelque chose que l'on peut vraiment faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en place si on se dit, ben voilà, je prends conscience que je ne suis pas suffisamment optimiste et j'ai envie de développer mon optimisme. Peut-être que la première chose, c'est de faire croître le désir de l'optimisme. Parce que si on fait quelque chose en essayant de s'arc-bouter, d'y mettre de l'énergie en se disant il faut absolument que je développe mon optimisme, peut-être ce ne sera pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du désir, qu'il y ait un vrai désir de devenir optimiste. Et une façon de créer du désir, d'être optimiste, eh bien, c'est de comprendre que l'optimisme, c'est ce qui change tout. C'est-à-dire ce qui change tout entre deux personnes, c'est son niveau d'optimisme. Si on imagine deux personnes, managers, dirigeants, mais chefs d'entreprise, chargés de mission, enfin on peut prendre n'importe quel exemple, qui auraient exactement les mêmes projets, qui auraient exactement les mêmes ressources, qui peut-être même choisiraient exactement les mêmes méthodes. Eh bien, on peut imaginer que au final, au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, un an d'action, les résultats pourront être complètement différents s'il y en a un qui y croit et qui est optimiste et que l'autre n'y croit pas et est pessimiste. Donc, ils peuvent faire en apparence exactement la même chose, mais s'il y en a un qui est optimiste, eh bien, il obtiendra des résultats beaucoup plus forts que si l'autre est pessimiste. Ne serait-ce que parce que, à un moment donné, le pessimiste, à la moindre difficulté, risque de diminuer ses objectifs, son niveau d'ambition, voire même renoncer. Et en fait, ça a à voir avec comment on crée notre réalité, comment on atteint nos résultats. Et souvent, on est obsédé par l'action. Évidemment que l'action est importante. À un moment donné, si on n'agit pas, on n'aura pas les résultats que l'on désire. Mais en amont, si l'on veut, de l'action, il y a notre état intérieur. Et si notre état intérieur est un état intérieur d'optimisme, eh bien, on va libérer notre potentiel. À l'inverse, si on est pessimiste, eh bien, on va utiliser qu'une toute petite partie de notre potentiel. Et du coup, nos actions seront faibles, seront fragiles, alors que si ça s'enracine dans un état intérieur d'optimisme, eh bien là, nos actions seront puissantes. Donc, une première chose, c'est vraiment de comprendre que l'optimisme, ça change tout, et du coup, d'avoir le désir de développer son optimisme, parce que en comprenant que c'est ça qui va beaucoup jouer sur le niveau de nos résultats, eh bien, on peut désirer accroître notre optimisme. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si on veut développer notre optimisme, eh bien, on doit essayer de changer de perspective sur tout ce que l'on vit. Et aujourd'hui, c'est marrant comme l'univers est bien conçu, j'ai reçu dans ma boîte mail une histoire qui est assez intéressante. C'est l'histoire d'un couple qui s'installe dans un quartier et puis ils prennent leur petit déjeuner dans leur cuisine, voilà, pour la première fois. Et l'épouse regarde en face et elle voit le linge de sa voisine qui est suspendu à la corde à linge. Et elle dit à son mari, tiens, tu vois, cette dame ne sait pas laver son linge parce que le linge n'est pas très propre. Et puis, quelques jours plus tard, même chose arrive et à nouveau, l'épouse dit à son mari, quand ils prennent leur petit déjeuner, eh bien, tu vois, elle ne sait toujours pas laver son linge. Et puis, le temps passe et au bout d'un mois, ils reprennent leur petit-déj face à la voisine qui a à nouveau suspendu son linge. Et là, elle est surprise parce qu'elle voit que le linge est propre.
Et là, elle dit à son mari, eh bien, tiens, je me demande ce qui s'est passé. Elle a dû apprendre à enfin utiliser une bonne lessive ou à changer sa façon de laver son linge. Et son mari lui dit, non, en fait, ce matin, je me suis levé un petit peu plus tôt et j'ai nettoyé les vitres de notre maison. Alors, c'est une histoire qui est tirée d'un livre de Paulo Coelho et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que souvent on croit que c'est la réalité que l'on perçoit, mais en fait, c'est plutôt notre perspective. Et selon que l'on nettoie plus ou moins nos lunettes, eh bien, on pourra avoir une perspective optimiste ou on pourra avoir une perspective pessimiste. Et donc, la deuxième chose, ben, je crois que c'est très important de veiller à choisir des perspectives optimistes sur la réalité. Est-ce que j'ai le temps, Irlas, de Oui. parler d'une petite anecdote personnelle? Alors, écoute, on a encore 5 minutes pour avancer, donc je pense que tu auras le temps de développer. Alors, je le fais très vite. C'est récent puisque c'est la période du confinement. Et donc, au début de la période du confinement, mon métier, comme tu le sais, c'est de faire des conférences, d'animer des séminaires, de faire des formations. Quasiment du jour au lendemain, toute mon activité économique a été stoppée. Et du coup, j'aurais pu adopter une perspective pessimiste en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Comment je vais gagner ma vie? Etc. Et en fait, j'ai vraiment cherché à rester serein et à être optimiste. Et du coup, pendant quelques jours, eh bien, j'ai laissé un peu mon intuition voilà, imaginer de nouvelles solutions. Et puis un beau jour, l'idée m'est venue, je raccourcis un petit peu l'anecdote pour tenir dans le temps qu'on a, eh bien, l'idée m'est venue de faire un webinaire. Et donc, j'ai fait un premier webinaire que je n'avais jamais fait. Et du coup, ben voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire et donc j'en ai fait dans la foulée beaucoup, j'en ai fait 25, 30. Et en fait, dès le début du confinement, j'avais choisi comme perspective de me dire, débrouille-toi pour qu'à la fin du confinement, tu sois plus fort, tu aies acquis de nouvelles compétences. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et si je dis ça, ce n'est pas pour me mettre en avant, c'est juste pour dire que la perspective que l'on choisit face aux événements va jouer sur les résultats que l'on va obtenir. Et une façon d'obtenir, de mettre en place une perspective optimiste face aux événements auxquels on peut être confronté, eh bien, c'est de faire quelque chose de très concret, c'est de se poser des questions de qualité. Et parmi toutes les questions, alors je pourrais en parler très longuement de ce sujet-là, mais qu'on peut aborder, il y en a une que j'adore, c'est quel est le cadeau caché? D'une certaine façon, pendant le confinement, je me suis dit quel pourrait être le cadeau caché de cette période. Et le cadeau caché de cette période, ça a été de me réinventer, d'imaginer de nouvelles façons de faire. Donc, voilà une chose très concrète qu'on peut faire si on veut développer son optimisme, c'est de se poser des questions de qualité. Et parmi toutes les questions de qualité que je connais, il y en a une que j'aime beaucoup, qui vient du coaching Zen, élaboré par Maniesa, c'est quel est le cadeau caché de ce que je suis en train de vivre. Et puis après, ben, il y a notre hygiène de vie qui joue sur notre optimisme. Si on ne dort pas suffisamment, si on n'a pas une alimentation de qualité, si on ingurgite des choses négatives, par exemple en termes d'information en permanence, en étant peut-être branché 24 heures sur 24 ou presque sur des informations qui peuvent être un petit peu déprimantes, ça va être très compliqué d'être optimiste. À l'inverse, si on choisit son alimentation, y compris les informations qu'on ingurgite, si on veille à bien dormir, si on fait un petit peu de sport, eh bien voilà, ce sera beaucoup plus facile d'avoir un haut niveau d'optimisme. Et puis la dernière chose, ben, c'est d'avoir des pratiques, des outils qui nous permettent de développer notre optimisme. Super. Alors, en t'écoutant, je me suis dit, si je fais une comparaison entre les trois âges, l'enfant, l'adulte et le troisième âge, j'ai l'impression que c'est l'enfant et le troisième âge qui ont beaucoup d'optimisme dans leur façon d'accueillir la vie, d'accueillir ce qui arrive. Et je me dis peut-être que ça serait bien éventuellement, si je veux développer encore davantage mon optimisme, c'est que je sois souvent en contact avec des enfants parce qu'ils repoussent toujours les limites et c'est des gens qui vont voir dans chaque expérience un apprentissage. Et puis, Absolument. pareil aussi, les personnes âgées, c'est des personnes aussi qui peuvent nous apporter beaucoup d'optimisme à travers leur expérience et à travers leur vécu et à travers la perspective avec laquelle ils accueillent les situations et les événements qui peuvent se produire.
Absolument. Et là, du Super. coup, Alors, est-ce que… non, Oui, j'allais juste dire, du coup, tu soulèves un autre point qui est intéressant pour développer son optimisme, c'est notre environnement, qui on fréquente en majorité. Et donc, si on fréquente des enfants, des personnes du troisième âge optimistes, mais aussi des gens qui ne sont ni enfants ni du troisième âge optimistes, eh bien, ça nous aide à développer notre optimisme. Donc, tu as tout à fait raison de parler de cela. tout à fait. Et autre chose, dans le cadre de l'analyse enfin, des types de personnalité, il y a une analyse DISC qui s'articule autour de 4 styles de comportement et qui dit que l'optimisme, c'est celui qui va se percevoir comme étant fort, mais en même temps fort dans un environnement ou dans un contexte favorable. Donc peut-être que si je veux encore davantage développer mon optimisme, c'est important que je puisse repérer mes forces, mais aussi repérer les axes d'opportunité ou les axes positifs de mon environnement. Ça Absolument. pourrait éventuellement être utile aussi dans ce sens. Absolument. Je te remercie, Patrick. Je te suis très reconnaissante pour ta disponibilité, pour tes efforts. Et je suis certaine que tout ce que tu proposes, c'est des astuces, des idées qui peuvent être très utiles pour l'ensemble des personnes qui nous suivent et aussi des axes de réflexion sur comment est-ce qu'on peut accueillir tout ce qui vient, que ce soit en termes de développement de leadership ou développement de l'optimisme de chacun. Merci encore de ta disponibilité. J'ai l'impression que je perds mes mots. Et à très bientôt, j'espère. Merci à toi, Eklas, et à très bientôt à tous. Merci.